Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver entre 10h30 et midi et demi sur l'antenne de Sud Radio. Parlons Vrai chez Bourdin. Je vous rappelle que vous êtes invités en permanence. Ce n'est pas compliqué. 0826 300 300. Vous appelez, vous participez. Vous êtes là avec nous. Nous aimons cela. Nous poursuivons notre forum sur la réforme des retraites. Alors allez-y. Nouvelle journée de manifestation et de grève le mardi 31 janvier, annoncent les syndicats, toujours unis contre la réforme des retraites. Ce matin, le travail a repris à peu près partout. Dans un instant avec nous, le président de la CFE-CGC, les cadres, François Omril. La CGT cheminot appelle à multiplier les actions. Des préavis de grève vont vite être déposés ou ont été déposés. J'appellerai le secrétaire général adjoint de l'UNSA, deuxième syndicat le plus représenté à la SNCF. Ramstein, c'est une base américaine en Allemagne, réunion des pays soutenant militairement l'Ukraine. 50 pays vont-ils livrer des armes lourdes à l'armée ukrainienne? Des promesses ont déjà été faites, livraison de chars. Nous ferons le point, nous ouvrirons le débat entre 11h et midi. L'Europe doit-elle fournir des armes lourdes à l'Ukraine? Quelles armes? Quels objectifs? Vous intervenez dans le débat. 0826 300 300. Et puis à 12h avec nous, Jean-Marie Robin, qui est directeur de recherche à l'INSERM, spécialiste du vieillissement. La France vieillit. Notre système de soins n'est pas adapté à une population vieillissante, nous dira-t-il. Ce sera très très intéressant. Vous le verrez, nous parlerons démographie, vieillissement de la population entre midi et demi. François Omril, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Présidente de la CFE-CGC, les cadres. Vous étiez dans la rue hier. Tout à fait, oui. Vous allez retourner dans la rue le 31. Bien sûr, la CFE-CGC a signé le communiqué de l'intersyndicale hier et on y retournera le 31. Et il suffit de voir les commentaires de mes collègues des sections, des syndicats, les commentaires enthousiastes, mobilisés pour y retourner le 31 pour comprendre qu'on sera très présent. Alors le 31, n'est-ce pas trop tard? Parce que j'entends des voix, il y a certains représentants syndicaux qui disent hier, c'était le 19, le 31 c'est seulement dans 12 jours, la réforme des retraites sera présentée en Conseil des ministres lundi, le 23, et on attend le 31 pour manifester à nouveau. Pourquoi ce délai ? Écoutez, le délai importe peu en fait. Ce qui compte, c'est d'inscrire le mouvement dans la durée et donc ne pas épuiser les forces de nos militants, pour qui c'est coûteux de se mobiliser, pour certains. Donc, on a été aussi attentif à cela. Et puis, la manifestation dans la rue, c'est pas le seul moyen d'exprimer notre opposition à ce projet. Il y a cette pétition, ça n'est pas anecdotique, qui a dépassé les 600 000 signatures, qui va aller aussi vers le million et dont on va faire la promotion toute cette semaine. Oui, mais une pétition, ça sert à quoi? Une pétition, oui, ça sert à faire remonter la colère d'une partie de la population, mais c'est tout. Une pétition, ça doit quand même bien servir à quelque chose, puisque par exemple, le gouvernement a fait la réforme du Conseil économique, social et environnemental, elle a prévu justement que à partir de 150 000 signatures, le CESE devait se saisir d'un sujet. Donc aujourd'hui, c'est un moyen d'expression pour la population. À quoi sert le CESE? Vous savez bien, à quoi sert-il? Pas à grand-chose. Enfin, franchement, non. Je donnais ça comme un exemple. Peut-être que vous n'avez pas un bon avis sur le CESE, mais en l'occurrence, c'est pas le... Voilà. Mais je dis, comment, avec le CESE, pourriez-vous faire plier le gouvernement? Non, je veux dire, c'est qu'une pétition, très bien, ou alors c'est une pétition pour organiser un référendum. Alors, ça peut être le cas. Vous demandez un référendum, d'ailleurs. En fait, ça peut être le cas aussi. Pour le coup, effectivement, vous avez raison, l'option du référendum est une option à l'étude. Je ne peux pas vous en dire plus à ce stade. Moi, ce que je crois, c'est que... Vous êtes favorable, vous, ou pas, à la CGC? Moi, je suis toujours favorable à un référendum dès l'instant qu'il est posé dans un cadre constitutionnel et qu'on donne l'occasion à la population de s'exprimer sur un sujet, pour le coup, qui est un sujet d'importance majeure pour le pays. Bien. Donc, le 31, je le disais, certains estiment que c'est trop tard. Vous dites, il faut qu'on s'organise. Ce n'est pas facile de se mobiliser pour beaucoup parce que il y a des pertes de salaire, parce que... Enfin bon, est-ce qu'on peut
vous envisagez, je sais pas moi, une grève reconductible? Ou je sais que dans certains secteurs, on va le voir à la SNCF, il y a des préavis de grève qui ont déjà été déposés. Est-ce que vous appelez comme ça à des grèves dans certains domaines, dans certains secteurs, dans certaines entreprises, fonction publique ou privée? Bah écoutez, non, ça m'embête de ne pas pouvoir répondre à votre question parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire beaucoup hier, l'unité de l'intersyndicale, c'est notre bien le plus précieux. Donc il faut s'attacher, chacun doit s'attacher à le protéger. Et donc moi, je ne vais pas prendre d'initiative dans la parole, dans les propositions qui iraient au-delà de ce que nous avons décidé en intersyndical. Non, je dis ça parce que vous avez vu, il y a certains syndicats qui appellent à des mouvements de grève avant le 31. Écoutez, il y a des initiatives sectorielles. Moi, je veux croire. Vous le regrettez ou pas? Non, moi, j'allais dire, chacun prend ses responsabilités sur le sujet. Vous savez comment est organisé le monde syndical. Il y a des confédérations. Nous sommes au niveau des confédérations dans une communication unitaire au niveau de l'intersyndicale. Après, il y a certains secteurs pour lesquels il pourra y avoir des initiatives qui sont prises par tel ou tel. Et vous les soutenez ou pas? Moi, je n'ai rien à dire sur le sujet. À la SNCF, préavis de grève déposé à la SNCF, est-ce que la CGC les soutient? Bah moi j'ai rien à vous dire sur le sujet. Je prendrai la position que prendra la CFE-CGC, de la SNCF ou de la RATP en l'occurrence. Et ça c'est évident. Mais et s'ils sont pas dans l'appel, et si aujourd'hui ils sont pas dans l'appel, je la soutiens pas. Peu importe. Mais j'ai ni à la soutenir ni à la condamner. Ce sont des initiatives que prennent. Est-ce que vous appelez à la grève par exemple à la SNCF? À ce stade aujourd'hui non. La CGC appelle à la grève à la SNCF? Non, à ce stade aujourd'hui non. Aujourd'hui non. Non. Pourquoi? Non. Bah pourquoi? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi, vous savez, je fais confiance aux gens qui représentent mon organisation dans telle ou telle entreprise ici dans la SNCF, et je pense qu'ils ont de bonnes raisons de ne pas l'avoir fait. Un mot sur la réforme des retraites, François Omril. Vous y êtes opposé. Vous êtes opposé au report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Mais au-delà de l'âge qui m'intéresse, moi, c'est le niveau des pensions. Les cadres sont de plus en plus touchés par une baisse des pensions de retraite. Comment faire pour éviter que les pensions de retraite ne baissent? Bah, vous savez, la baisse tendancielle des pensions, elle est inscrite dans les réformes qui ont été déjà passées. Quand on regarde les chiffres et qu'on parle un peu à la moyenne, on a une baisse tendancielle dans les 10 prochaines années qui est de l'ordre de 20%. Alors comment faire pour éviter cette baisse? C'est déjà inscrit. Alors il faut savoir aussi, parce que c'est assez peu commenté, que dans le système de retraite français, il y a une part importante de solidarité. Ce que je crois est une très bonne chose. Ce qui, je crois aussi, renforce le système, même s'il est un peu imparfait au bord du système. Et au passage, on y travaille au quotidien quasiment pour essayer d'améliorer ça. Il y a un tiers de solidarité. Sur les 28,12% de cotisation globale, il y a un tiers qui va à la solidarité, qui est une solidarité intrafamiliale, mais aussi intercatégorielle. C'est ce qui permet de faire que ceux qui prennent leur retraite avec un niveau de pension plus élevé, tout simplement parce qu'ils ont plus cotisé, eh bien, il y en a une partie qui va vers ceux qui ont cotisé un petit peu moins. Moi, je trouve que c'est bien. C'est ça aussi la France. Et c'est pour ça que je suis très en colère contre le gouvernement qui prend cette mesure, qui est une mesure pour le coup très injuste parce que elle n'est pas basée sur le principe de solidarité, bien au contraire. Elle touche des populations particulières de façon très injuste. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Que faire pour éviter que les pensions de retraite ne baissent dans les années qui viennent? Que faire? Alors certains disent, et je l'ai entendu, j'ai entendu à la France Insoumise par exemple, il faut faire payer plus ceux qui gagnent plus. De cotisations, je parle. Augmenter les cotisations de ceux qui gagnent plus. Donc des cadres ou cadres supérieurs. Moi, je pense que... Oui. Pas interpréter en profondeur ces propos. J'aime pas beaucoup commenter les propos des partis politiques parce que j'aime bien rester très indépendant de tout ça. D'ailleurs, vous irez à la manifestation de demain samedi? Non, nous on ne va pas aux manifestations à l'appel des partis politiques. Mais je vais répondre à votre question. Je crois qu'on se fait une idée fausse de ce que c'est qu'un cadre et de sa rémunération. Vous savez, un cadre, c'est quelqu'un qui, par exemple, est rentré comme agent de maîtrise ou ouvrier dans la métallurgie qui finira sa carrière à une rémunération entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Ça peut être aussi un technicien d'une agence bancaire qui a été promu à l'encadrement au cours de sa carrière. Je crois qu'il ne faut pas confondre... Mais j'entends dire que 3 4 000 euros par mois, c'est beaucoup. Hein. J'entends dire ça, vous aussi. Écoutez, ceux qui considèrent que c'est beaucoup, ils ont qu'à faire le parcours professionnel qui amène justement à ces propositions-là. Moi, vous savez, je pense une chose. Je pense
puisque le progrès, ce n'est rien d'autre que l'addition des volontés individuelles de progresser. Et que dans un pays, on tape tout le temps sur les mêmes, c'est-à-dire ceux qui se sont investis dans leurs études moyenne. Ou dans leur vie professionnelle, la classe moyenne. Et bien, à force de toujours les matraquer, finalement, on finit par atténuer leur motivation. Et de fait, on coupe les ressorts du progrès. C'est comme ça que fonctionne le système. En tout cas, moi, à la CFE-CGC, pour mon organisation, c'est le modèle de société que je défends. C'est-à-dire une société dans laquelle chacun, dès l'instant qu'elle en a l'envie, les moyens, le désir, peut s'investir dans sa vie professionnelle pour pouvoir progresser. Mais comme vous le savez, il n'y a pas d'effort sans promesse. Donc il faut que ces efforts que les gens font, ils puissent être rétribués, c'est tout. Est-ce qu'une part de capitalisation dans une réforme des retraites vous paraîtrait possible et souhaitable? Elle existe déjà en fait. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont dits supplémentaires, qui sont basés sur la capitalisation. Moi je pense fondamentalement que le problème que l'on a avec la capitalisation, c'est qu'il sert des retraites sur une contribution du travail qui n'est pas du tout la même que celle des retraites par répartition. Je m'explique. Quand vous prenez dans une entreprise des cotisations qui sont assises sur les salaires, finalement vous voyez bien que quand le travail se développe et qu'il est rémunéré, c'est positif pour le revenu des retraités. Quand par contre il est basé pour le coup sur les produits qui sont servis au capital, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'entreprise elle a intérêt d'une certaine façon, si elle veut servir plus d'intérêt pour le capital, à réduire la masse salariale. Et donc, d'une certaine façon, la capitalisation, dans son objectif de rendement, elle joue contre le travail. Alors que le régime par répartition, là encore, dans son objectif de rendement, il joue pour le travail. Vous avez deux systèmes qui, d'une certaine façon... le régime par répartition. Puisqu'il y a de moins en moins de cotisants, de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de personnes à la retraite. Il faut toujours travailler à améliorer le système. Je pense qu'aujourd'hui, le système français n'est pas si mauvais que ça, puisque c'est justement ce qu'on nous reproche. J'entendais encore ce matin quelqu'un qui disait, un de vos collègues, qui disait, vous vous rendez compte, en France, les retraites, c'est 14% du PIB, en Allemagne, c'est 10%. Donc c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de continuer à baisser les revenus tendanciels des retraités, de façon à avoir finalement un taux de retraités pauvres à peu près équivalent à celui de l'Allemagne. Non, moi je pense pas. Je pense que l'objectif, c'est d'être d'une certaine façon un peu plus exemplaire pour que des gens en Allemagne disent écoutez, c'est quand même pas normal que nos retraités soient pauvres. Et à l'exemple de la France, nous pourrons peut-être faire des efforts de répartition de la valeur économique qui irait un peu plus vers le travail. Alors, deux choses, François Omril. J'ai une dernière question. Ensuite, nous prendrons Sylvain, qui est dans le Cantal, qui veut intervenir. Vous savez que les auditeurs sont prioritaires ici. Si le gouvernement fait des avancées, parce que j'ai vu que le ministre du Travail et d'autres membres du gouvernement sont prêts à dire on va faire évoluer le texte à l'Assemblée nationale lors de la discussion. Vous êtes prêts je sais pas, à vous asseoir à nouveau autour d'une table? Vous êtes prêts je ne sais pas, à lever ces manifestations? Qu'est-ce qu'il faudrait pour... C'est toujours le retrait du report de l'âge légal? Oui, c'est le retrait. Excusez-moi, je vais employer une image pour bien expliquer le point de vue. Vous savez, quand... on tente de vous vendre une voiture sans moteur. Le concessionnaire, il peut tout autant rajouter des options, vous dire je vais mettre les essuie-glaces automatiques ou des choses comme ça change rien. La voiture, elle peut pas démarrer. Donc le problème qu'on a, c'est ça. Si vous voulez, le décalage de l'âge, pour le coup, n'est pas accepté. Donc vous demandez toujours le retrait. Oui, bien sûr. Et quoi qu'il arrive, quelles que soient les propositions gouvernementales, vous continuerez à demander le retrait. Oui, il faut que le gouvernement retire dans ce projet le décalage de l'âge. Et moi, je le répète, je suis disponible dès le lendemain pour discuter avec le gouvernement sur tout un tas de sujets qu'on a d'ailleurs déjà mis sur la table et qui procurent des ressources supplémentaires au régime, comme, on en a déjà parlé, le taux d'emploi des seniors. Pour nous, c'est vraiment le sujet prioritaire. Bien, on va prendre Sylvain qui est dans le Cantal. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour, que dites-vous Sylvain? Alors moi, je suis un peu... j'avais appelé ce matin, mais c'est un peu hors sujet par rapport à ce que vous parlez aujourd'hui. Moi, c'était par rapport aux grèves dont je parlais, donc celle qui s'est menée hier, et les prochaines qui sont prévues. Oui. Donc moi, j'avais une question à poser au syndicat. Alors, ça ne concerne pas forcément votre invité aujourd'hui. Si, parce qu'il est président le principal syndicat de cadres, et un syndicat extrêmement représentatif en France, hein. D'accord, mais bon, apparemment, il ne veut pas aller aux manifestations. Donc, c'est pour ça que je disais ça. Il ne veut pas aller aux manifestations, sauf les manifestations organisées par l'intersyndicale. D'accord. Donc, du coup, en fait, je voudrais que les syndicats se posent un peu la question par rapport au moment où ils organisent leurs manifestations.
Ils le font toujours en semaine, donc bien sûr il faut ne pas travailler un jour. Tout le monde n'a pas forcément envie de rater une journée de travail pour des questions financières, pour des questions de responsabilité aussi. Et en plus, c'est toujours pour bloquer les gens. On peut prendre l'exemple des grèves de la SNCF au moment des fêtes de Noël. Qui est quand même, je suis pas contre les grèves, mais il faut quand même choisir les moments en fait. Et de choisir des moments en semaine ou à des périodes importantes, ça se retourne contre eux. Je trouve que c'est du coup les gens se disent oh il y a des grèves, oui mais ça nous bloque tous. Pourquoi ils n'essayent pas d'organiser des grèves le dimanche, tout simplement parce que les gens sont beaucoup plus disponibles. Et oui, plutôt le dimanche, parce que le samedi, il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi. Mais les dimanches, alors tout le monde ne viendra pas, hein, on ne peut pas contenter tout le monde, je le sais, mais il y aurait sûrement une plus forte mobilisation, les gens seront plus disponibles, et bien sûr pas faire des grèves tous les dimanches, parce que tout le monde n'a pas envie de faire des grèves les dimanches. Voilà, c'est une bonne question, je sais qu'elle revient souvent. Pourquoi ne pas organiser manifestation et grève le dimanche, François Aubrey ? Alors, les manifestations le week-end, le samedi ou le dimanche, il y en a déjà eu en 2020, dans le cours des manifestations de l'ancien projet de réforme. Mais là, c'est pas prévu, parce que le 31, c'est un mardi. C'est pas prévu pour le moment, mais c'est pas exclu. Voilà, ça je peux vous le dire. Et puis un petit mot quand même. Un petit mot quand même. Oui, c'est bon à savoir. Donc après le 31, ce sera un dimanche, quoi. Je sais pas, je peux pas vous le dire. Non, je ne le sais pas moi-même. Je ne le sais pas moi-même. Mais ça fait partie des options, bien sûr. Mais je voudrais revenir sur le mouvement social qu'il y a eu à la SNCF avant Noël et rappeler quand même qu'il n'était pas à l'initiative des syndicats, mais il était à l'initiative d'un collectif rassemblé sur Facebook. Et que pour sortir de la grève, la direction, elle a eu vite fait de rappeler les syndicats, ce qu'elle ne voulait pas faire avant. Elle a rappelé les organisations syndicales et en 2 jours, on est sorti du conflit. Donc ça, c'est pas inintéressant aussi à examiner sur le rôle mobilisateur, évidemment, mais aussi sur le rôle nécessaire des organisations syndicales à sortir d'un conflit. Bien, merci Sylvain, merci à vous François Emeril d'être venu nous voir. Vous voulez réagir, 0826 300 300. Là, nous allons passer à la SNCF, puisque dans un instant, j'aurai le secrétaire général adjoint de l'UNSA, qui est le 2e syndicat le plus représenté à la SNCF. À tout de suite, 10h46. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, la suite des manifestations d'hier massives et de cette journée de grève. Si vous avez fait grève, si vous avez manifesté, si vous voulez parler de cette réforme des retraites, de la suite maintenant, que faut-il faire ? Eh bien, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Faut-il arrêter aussi ceux qui sont pour la réforme ? Faut-il arrêter ces mouvements ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de bloquer le pays ? Enfin bon, etc., etc. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier. C'est un mardi, le 31 janvier. Mais Félix Mathieu... Avant, les syndicats pourraient multiplier les actions. Oui, notamment dès lundi, le jour de la présentation de la loi en Conseil des ministres. Les yeux sont rivés sur certains secteurs stratégiques, comme par exemple l'énergie, les transports, vu leur capacité à engager un bras de fer en cas de mouvement continu. Pourquoi pas une grève reconductible, se demandent par exemple certains du côté de Sudrail. Le secrétaire général de la CGT cheminot, Laurent Brun, annonce des mobilisations au-delà du 31 janvier, au-delà de ce qui est prévu par les intersyndicales. Cet après-midi, en tout cas, l'ensemble des syndicats cheminots de la SNCF doivent se réunir pour décider de la suite à donner au mouvement. Côté raffinerie, le travail reprenait ce matin, sous réserve, là encore, de futures décisions locales qui seraient contraires, qui seraient en faveur d'une poursuite du mouvement en continu en assemblée générale. En tout cas, pendant ce temps, la pétition lancée la semaine dernière par les 8 syndicats contre la réforme des retraites a désormais recueilli 649 000 signatures. Alors parlons des transports et parlons de la SNCF. Nous avons la chance d'avoir en ligne Fabrice Charrière, qui est secrétaire général adjoint de l'UNSA Ferroviaire. Il faut savoir que l'UNSA Ferroviaire est un syndicat très représenté à la SNCF, le 2e syndicat le plus représenté à la SNCF. Fabrice Charrière, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai vu que Sudrail demandait une grève reconductible. Vous êtes sur la même ligne ? Alors écoutez, il y a comme vous venez de l'indiquer, il y a une interfédérale qui se réunira cet après-midi à 14h où tous les sujets seront mis sur la table et où on pourra effectivement évoquer le prochain mouvement qui est prévu pour le 31 janvier. Oui. De notre côté, et a priori
dévoiler quoi que ce soit de ce qui pourrait être décidé en interfédéral cet après-midi, mais de notre côté, pour l'UNSA Ferroviaire, on est plutôt dans un cadre interprofessionnel et on est plutôt pour respecter ce qui est décidé par l'ensemble des organisations syndicales au niveau interprofessionnel. Oui, ça veut dire un cadre interprofessionnel. L'ensemble des syndicats, ça veut dire grande journée de mobilisation et d'action le 31, mais rien avant. De notre côté, nous ne sommes pas partisans d'appeler effectivement avant. Nous sommes bien dans un cadre unitaire et interprofessionnel, donc ce sera le 31 janvier. Mais encore une fois, des discussions vont s'ouvrir cet après-midi, donc on verra si l'interfédéral arrive à se mettre d'accord sur cette modalité. Voilà, parce que pour l'instant, à la SNCF, je le rappelle, il y a eu les prises de position du secrétaire général de la CGT Cheminot, qui annonce des mobilisations au-delà de ce qui est prévu par les intersyndicales, donc au-delà du 31, avec des préavis de grève qui ont été déposés. Il y a des préavis de grève qui ont été déposés, Fabrice Charrière. Alors en fait, dans le cadre unitaire, on va au coup par coup déposer des préavis. Donc là, on se voit cet après-midi justement pour voir le prochain préavis unitaire, à quelle date il va débuter, à quelle date il s'arrêtera. Donc pour nous, en tout cas, à l'heure où je vous parle, et selon les indications de l'interprofessionnel, ce sera une grève le 31 janvier. Voilà, une grève le 31 janvier dans les transports, et pour vous, pas avant. Bon, nous verrons ce que vous décidez, tous les syndicats de la SNCF. Il y aura une décision unanime, vous pensez ? On l'espère. En tout cas, on travaille chaque fois que possible pour avoir des revendications communes et une stratégie commune. Donc, on essaiera, en tout cas, à côté d'UNSA Ferroviaire, de sortir avec une unité des 4 organisations syndicales représentatives à la SNCF. Je vous dis ça parce qu'il serait dommageable, quand même, pour vous, à la SNCF, que l'intersyndicale fonctionne partout, sauf à la SNCF. Je partage pour le coup cet avis et encore une fois on travaillera pour que cette unité perdure bien évidemment dans le secteur du ferroviaire. Bon, donc ce à quoi, et je pense à tous les consommateurs, je pense à tous les voyageurs, ce à quoi on doit s'attendre, si j'ai bien compris, c'est à un mouvement de grève fort le 31 qui est un mardi, je le rappelle, mais apparemment pas de grève avant. En ce qui concerne, encore une fois, l'UNSA Ferroviaire et ce qui sera porté cet après-midi, nous ne sommes pas favorables à une grève au préalable. Après, encore une fois, on est dans un cadre unitaire, ce qui ne veut pas dire unicité. Chaque organisation syndicale conserve sa liberté. Et après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres préavis, d'autres organisations syndicales à d'autres dates. Ça, je ne peux pas vous le promettre. Je rappelle que vous êtes très présent à la SNCF. Représenté massivement dans quel secteur de la SNCF ? On est présent dans l'ensemble des secteurs, puisqu'aujourd'hui il y a 5 sociétés qui composent l'ancien groupe public ferroviaire SNCF, et du coup on est implanté dans l'ensemble des structures, mais également dans l'ensemble de la branche ferroviaire. Mais plus représenté, par exemple chez les conducteurs, les contrôleurs ou... On est plutôt très fort. Alors, on est encore une fois dans l'ensemble des catégories professionnelles, mais on est très fort aux côtés des maîtrises et des cadres. Des maîtrises et des cadres. Bien, merci beaucoup. Merci Fabrice Charrière d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Merci à vous, Monsieur Bourdin. Merci beaucoup. Il est 10h56, vous êtes sur Sud Radio. Pour savoir et comprendre la situation qui évolue évidemment d'heure en heure, de jour en jour, vous avez entendu, maintenant vous avez une image plus large de ce qui se passe autour de cette réforme des retraites. Nous allons attendre. Vous savez qu'il y a des prochains rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est lundi, puisqu'elle sera présentée en Conseil des ministres. Nous verrons s'il y a une évolution dans le discours du gouvernement. Bien, entre 11h et midi, nous allons changer totalement de sujet. Ramstein. Ramstein, c'est une base américaine qui est en Allemagne. Il y a une réunion qui commence des pays soutenant militairement l'Ukraine. 50 pays. Vont-ils livrer des armes lourdes à l'armée ukrainienne ? Des promesses ont déjà été faites, je vais y revenir. Livraison de chars, par exemple, nous ferons le point. Nous ouvrirons le débat entre 11h et 12h. L'Europe doit-elle fournir des armes lourdes à l'Ukraine ? Encore ? Plus d'armes ? Quelles armes ? Quels objectifs ? Allez-y, vous avez votre avis sur la question. 0826 300 300. Sud Radio, 10h57.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous parlons de la guerre en Ukraine. Il y a une réunion très importante, Nous allons voir l'importance de cette réunion dans un instant à Ramstein en Allemagne, base américaine à Ramstein. Avec nous pour parler de la livraison d'armes à l'Ukraine, d'armes lourdes à l'Ukraine. Nous avons 3 spécialistes de la question et j'aime bien, encore une fois, lorsque nous organisons de débats jusqu'à midi, j'aime bien que viennent intervenir dans des débats des personnes qui connaissent le sujet. Ça me paraît évident. Bien, nous avons par ordre alphabétique le général Olivier Kempf. Bonjour Olivier Kempf. Vous êtes directeur du cabinet stratégique La Vigie, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et auteur de Guerre d'Ukraine aux éditions Economica. Ça va? J'ai tout dit? Parfait. C'est parfait. Bien, bon, d'accord. Bon, c'est parfait. Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Et le général Michel Yakovlev, général de corps d'armée, ancien vice-chef d'état-major du chef. Alors là, c'est la direction de l'OTAN. Hein, c'est l'état-major de l'OTAN. Plus haut état-major militaire. Militaire, voilà. Attention, oui, militaire, c'est très important. Bien, général Yakovlev. Alors, Ramstein, aujourd'hui, combien de pays à Ramstein? 50, 50, ouais. 50 pays à Ramstein. Réunis, pourquoi? Réunis pour réfléchir à une nouvelle phase de la guerre en Ukraine avec la livraison éventuelle d'armes lourdes. Qui veut commencer? Olivier Kempf? Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 10 ans, Obama arrive au pouvoir, il y a la guerre en Afghanistan et les militaires lui parlent de surge. Là, ce qu'on voit, c'est finalement un surge occidental ou pro-ukrainien, mais en termes de matériel et pas d'hommes, parce que il y a toujours cette restriction politique et stratégique des Occidentaux à appuyer l'Ukraine de façon de plus en plus directe, sans être part directe au conflit, sans être techniquement, juridiquement, co-belligérant. Donc il y a une montée en puissance qui est nette, parce que quand on voit la somme des matériels qui a annoncé ce matin, qui est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vu qu'on n'a pas vu depuis le début, il y a une vraie marge de franchie, il y a un surge. Il y a une vraie marche de franchie. Bien. Nous allons, alors, un mot simplement. Il n'est pas question même, et avant tout pour les opinions publiques occidentales, d'envoyer des soldats, on est bien d'accord, en Ukraine. Hein. Là, pour l'instant, cette étape-là, évidemment, nous serions bien incapables de la franchir. Disons clairement les choses. Alors, incapable politiquement. Publique, politiquement. Oui. Voilà. Politiquement, il n'y en est pas question. Il n'en est pas question. Mais les soldats de l'OTAN combattront quand les Russes viendront les voir. Oui. Bon, ça, évacuons. Bon, parlons de cette nouvelle étape. C'est une nouvelle étape. Ensuite, nous détaillerons. C'est une nouvelle étape, Jean-Pierre Molny? Je ne sais pas si c'est une nouvelle étape, mais c'est sûr qu'on franchit petit à petit des crans dans le type d'armement qui est livré à l'Ukraine, mais toujours en faisant bien attention à pas dire qu'on est en conflit directement avec l'Ukraine. Donc si on franchit une nouvelle étape, c'est sans doute qu'il y a quand même un besoin opérationnel à ce niveau-là, mais il y a toujours une limite politique qui est très claire, qui est que les pays qui livrent des armes à l'Ukraine, notamment les pays de l'OTAN, ne sont pas en conflit avec la Russie. Et il y a une autre règle qui est que, a priori, ces armements ne doivent pas être utilisés directement contre le territoire russe. Alors après, il y a un petit peu de temps en temps de frappe en profondeur, mais il y a une limite aussi à ce niveau-là. Vous avez raison, et d'ailleurs nous allons réfléchir et nous allons regarder les armes livrées à l'Ukraine, en sachant bien que l'Occident fait très attention à ne pas envoyer des armes qui pourraient projeter le conflit côté russe. Dans le territoire profond de la Russie. Général Yakovlev. Oui, Ramstein est très significatif parce que d'abord c'est un nouveau mécanisme au sein de l'OTAN. Oui. C'était au départ, il y a quelques mois, une réunion purement technique, sachant que les réunions politiques ont lieu à Bruxelles. Mais on voit bien que des décisions techniques ont un impact politique majeur. La crainte ou le risque pour l'OTAN aujourd'hui, c'est en réalité de démontrer ses limites
opérationnelle et technique. Une des vraies raisons de ne pas donner des chars, c'est que c'est peut-être un cadeau empoisonné, que c'est très compliqué, complètement indépendamment des considérations politiques. Et donc là, il y a une ligne de crête assez compliquée pour l'OTAN aujourd'hui, qui est en réalité de masquer ses limites. On ne peut pas soutenir l'Ukraine plus loin. On va prétendre que c'est politique, peut-être. Alors que la vérité est sans doute qu'on ne peut pas, au sens c'est physique, c'est une limitation. Matériellement, on ne peut pas. Voilà, le jour où vous commencez à admettre vos limites matérielles, oui, c'est compliqué. Ben bien pour sûr. tout le monde. Mais bien sûr. Alors, la question que je pose aux auditeurs qui ont envie d'intervenir, parce que il y a eu beaucoup d'appels, évidemment, lorsque j'ai lancé ce débat. L'Europe doit-elle fournir des armes lourdes à l'Ukraine? Quelles armes? Quels objectifs aussi? Alors, évidemment, le débat est installé depuis un bon moment maintenant. Si vous voulez bien, nous allons entrer dans les annonces qui sont faites. Alors, quelles armes lourdes, quand même? Parce que, bon, armes lourde. Alors, sur le plan d'abord anti-aérien, sur le plan des missiles, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des nouveaux missiles qui vont être livrés? Je vois que les Britanniques vont envoyer à l'Ukraine 600 missiles supplémentaires Brimstone. Ce sont des missiles qui sont... C'est du missile air-sol, c'est pour détruire des objectifs au sol, très performant, assez longue portée. Assez longue portée. Il faut un avion pour le tirer. Ah, il faut un avion pour le tirer? Oui. Ah oui, donc il faut voler. Alors, ce qu'on sait peu, c'est que l'armée de l'air ukrainienne commence à voler. Elle commence à bombarder. Elle commence à agir, y compris sur la ligne de front. En d'autres termes, s'il y a une armée de l'air qui vole en Ukraine, aujourd'hui, c'est l'armée de l'air ukrainienne. Donc le Brimstone, si les avions ne volaient pas, c'est pas la peine de leur donner du Brimstone, si vous voulez. Oui, je comprends. Bon, au niveau missile, il y a les canons César que le Danemark s'engage à livrer maintenant. 16, je crois, hein. 19, la commande était de 19. 19 canons César que... Enfin, ça veut dire un en maintenance, c'est 18 et un... Oui, et un en maintenance en permanence. Bon, il y a, à part les chars, je vais venir aux chars, à part les chars, est-ce qu'il y a... Bon, il y a des engins blindés... Voilà, vous avez un nombre assez varié, mais assez conséquent de ce qu'on appelle des transports de troupes, des véhicules de combat d'infanterie, donc... des choses blindées effectivement, mais qui servent à transporter des fantassins, ce qui est utile parce que malgré tout, vu la configuration du front, c'est quand même une bataille de fantassins et d'artilleurs. Vous avez un certain nombre de canons qui ont été livrés. Vous avez des obus un peu particuliers qui ont été annoncés hier par les Américains, alors je vais être technique, des GSLBD construits par Boeing et par Saab, mais qui ont l'intérêt de tirer à 120 km, si vous voulez. Et donc, quand on avait parlé des fameux canons HIMARS des Américains, on avait dit, tiens, ils donnent pas les obus qui tirent à 150 km. Là, on voit qu'il y a une augmentation de portée. Alors, 120 km, ça permettra de frapper dans le territoire russe, mais sur, je dirais, les arrières du front, donc sur la zone opérationnelle, avec donc une signification politique moindre que si on allait dans la profondeur du pays. Oui. Et puis, voilà, il y a des missiles anti-chars. Pardon. On parle d'une autre batterie patriote. Une autre batterie patriote, du solaire. Alors ça, c'est important, le solaire, parce que on voit bien des radars solaires, parce qu'on voit bien qu'avec les frappes, les campagnes de missiles dans la profondeur faites par les Russes contre Kiev, contre Dniepropetrovsk, contre Lviv, etc., etc. Les défenses solaires sont très mobilisées. Ça fait d'ailleurs partie de la stratégie russe de finalement frapper dans la profondeur pour les reculer. Et donc on a besoin, enfin les Ukrainiens ont besoin d'augmenter leurs moyens, que ça soit sur le front ou que ça soit dans l'arrière du pays. Jusqu'à maintenant, c'était essentiellement des armes défensives. Hein? Là, nous sommes en train, vous le disiez, de franchir un palier. Nous passons à des armes plus lourdes, plus sophistiquées. Les chars. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait des chars légers, mais là, on parle de chars lourds. On attend les décisions qui seront prises à Ramstein. On ne sait pas encore vraiment. Hein. Les chars lourds, quels chars? Léopard, avant tout.
qui équipe l'essentiel des armées européennes. Le char à privilégier, c'est le Léopard pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un très bon char. Oui. C'est pas le meilleur allemand, parce que le meilleur c'est le Leclerc, mais le Léopard est un très bon char. Bon. En plus de ça, il a été fabriqué à beaucoup d'exemplaires. Il y a 14 pays qui l'ont, il y en a plus de 1000. Il y en a en stock. Et donc il y a une logistique associée qui est assez, qui est crédible, si vous voulez. Donc c'est vrai que si on donne du char aux Ukrainiens, ça serait bien que ce soit du Léopard. Combien d'hommes dans le char? 4. Dans un Léopard? 4 hommes. Ouais. 4 hommes dans un Léopard. Oui. Vous avez Général deux autres options crédibles. Oui. Il y a le Léopard 2 qui est un char allemand et en nombre. Il y a toujours un certain nombre de chars d'origine russe, des T-64, T-72 modifiés, qui sont encore dans les arsenaux des anciens pays du pacte de Varsovie, qu'on pourrait continuer à la République donner, tchèque, la Slovaquie ou ces pays-là. On pourrait continuer à donner et là, avec l'avantage de simplicité logistique et de formation, parce qu'il y a un aspect de formation, on va y revenir. La simplicité logistique, parce que les Ukrainiens sont déjà équipés. Et puis, il y a quand même quelque chose, et on va revenir sur un aspect politique, il y a du M1 Abrams, qui est le char américain, qui lui aussi est en nombre conséquent. Il y en a quelques-uns en Europe, notamment chez les troupes américaines. Et là, se pose la question, non seulement de la décision américaine, mais aussi de la condition du chancelier Scholz sur l'autorisation d'envoyer des Léopard 2. On va y revenir. Justement, on va y revenir parce que ça, c'est très très intéressant. Vous vouliez dire quelque chose, Jean-Pierre Molnier? Oui, je pense que pour ce qui est des stocks, des parcs de chars russes en service dans les armées européennes, il y en a peut-être déjà de moins en moins quand même, parce que les Polonais en avaient déjà livré 200. Donc il y a déjà des chars lourds. Il y a déjà des chars lourds, mais de fabrication russe. Oui. Là, il est possible qu'effectivement, on soit obligé de, si je puis dire, de commencer à prendre sur nos stocks. Oui. Et là, les Britanniques ont commencé avec le Challenger 2. La France pourrait également le faire avec Leclerc, mais vu nos parcs, ce sera des très petits nombres. 14 Challenger 2, c'est très peu. Imaginons que la France fasse la même chose, ce sera les mêmes 14 Leclerc, oui, c'est peu. Si vous prenez l'ensemble des parcs de Léopard 2 dans tous les pays européens, si vous prenez le même ratio de 5%, on pourrait livrer jusqu'à 150 chars, par exemple, à l'Ukraine. Donc ce serait nettement plus important. Et rappelons que l'état-major ukrainien demande quoi? 300 chars à peu près pour pouvoir mener des contre-offensives? 200 ou 300 chars. Alors, faut pas oublier que jusqu'à présent, le plus généreux donateur de chars pour l'armée ukrainienne, ça a été l'armée russe. Oui, et le bataillon Azov, à l'heure actuelle, est reconstitué sur du matériel capturé dans la poche de Kherson. Mais ils attendent la prochaine offensive pour se resservir, si vous voulez. Et en attendant, ils aimeraient bien avoir des chars plus modernes. Oui. Pour revenir sur les Challengers, sur les 10 CRC, sur d'éventuels Leclerc, on voit bien qu'on ne peut donner que des choses finalement de façon parcimonieuse, un escadron, c'est-à-dire 12 ou 13 chars. Or ça, finalement, c'est une mauvaise nouvelle, parce que multiplier des micro-parcs, d'abord vous allez avoir des questions de formation, mais vous allez avoir des trains logistiques qui vont être extrêmement compliqués, et on va finalement compliquer la vie de l'armée ukrainienne plutôt que de la simplifier. Donc c'est pour ça, tous ceux qui disent il faut envoyer des Leclerc ou il faut envoyer des ceci ou oui, mais c'est pas cohérent. Je reviens sur la notion de technique militaire, de logistique, c'est finalement absurde. C'est pour ça qu'il faut revenir sur les 3 qu'on a dit, si vous voulez, qui sont en nombre suffisant pour qu'on puisse en faire 200 d'un coup, que ça soit du T-72, du Léopard 2 ou de la Prince, parce que là, il y a les nombres, et donc il y a du train logistique qui sera cohérent et qui sera simple pour les Ukrainiens. Alors nous sommes sur le terrain purement militaire, nous allons poursuivre, mais nous allons passer aussi sur le terrain stratégique. Ensuite, c'est important, et puis à la fin sur le terrain géopolitique, parce que toutes ces décisions, évidemment, entraînent des réactions, notamment des Russes, et entraînent des réactions dans les opinions publiques occidentales. Il est 11h17, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nos invités, nous parlons de l'Ukraine, nous parlons de cette réunion de Rammstein, de cette livraison possible d'armes lourdes. Quelles armes, quelles décisions vont prendre les gouvernements des États qui sont réunis pour soutenir les armées ukrainiennes? Avec nous, pour en parler, le général Michel Yakovlev, général de corps d'armée, ancien vice-chef d'état-major
de l'OTAN, je peux le dire, hein, de l'aspect militaire de l'OTAN. Général Kempf, qui est directeur du cabinet stratégique La Vigie et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, et Jean-Pierre Molny, qui est directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Jean-Pierre Molny, vous vouliez intervenir dans notre discussion sur déjà le matériel livré. Ces chars, déjà, parce qu'il n'y a pas que des chars très lourds, il y a des chars légers et très performants qui ont été livrés. Depuis le début du mois de janvier, il y a quand même eu un certain nombre d'annonces pour livrer des véhicules de combat d'infanterie. Donc on a déjà passé un cran. Le fait que la France ait décidé de livrer des AMX 10 RC, même si c'est du matériel des années 70, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un pas en avant dans le type de matériel. Il y a également du Bradley américain, du Marder allemand. Donc on a déjà passé un cran sur les blindés livrés à l'Ukraine. Bien. Alors, blindés livrés à l'Ukraine, on parlait tout à l'heure, on faisait allusion à l'Allemagne, qui n'a pas décidé encore. Apparemment, Olaf Scholz va annoncer, on attend là, dans les heures, on surveille. Hein. Je surveille ça sur les dépêches de l'AFP notamment, pour savoir si des décisions sont annoncées. Mais les Allemands étaient réticents pour l'instant. Apparemment, enfin, il faut aussi que le Bundestag donne son accord. Hein. Livraison de chars Léopard, et même les chars Léopard qui ont été vendus à la Lituanie, je ne sais pas moi, à la Finlande, à la Finlande, à la Pologne, à l'Espagne et à d'autres pays. Même la Suisse, je crois, en avait acheté. Oui, la Suisse en a. Oui. Il y a deux aspects. Il se murmure que Olaf Scholz, à cause d'une coalition qui est déjà compliquée, et à cause, dans sa coalition, de son propre parti, le SPD, soit très réticent finalement à l'envoi de ces armes. Donc, grand 1. Il devrait dire: j'autorise l'envoi de Léopard 2 si les Américains fournissent des Abrams. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je vous parle des Abrams, parce que il y a un enjeu sous-jacent. Or, de ce qu'on comprend, de ce que nous disent jusqu'à présent les Américains ne comptent pas envoyer des Abrams, ils envoient plein de choses, ils envoient des Strykers, mais pas de chars Abrams. Donc, peut-être que Olaf Scholz va s'abriter derrière cette décision. Ça, c'est pour les chars Léopard 2 de l'armée allemande. Il y a un autre problème sous-jacent, c'est les chars Léopard 2 qui ont été vendus aux autres pays. On vient d'en parler, la Pologne, l'Espagne, le Danemark. Et donc, la Pologne, qui veut notamment envoyer un certain nombre de Léopard 2, a besoin officiellement de l'autorisation de l'exportateur d'origine de l'Allemagne pour les transférer. C'est dans le contrat, ça. C'est dans le contrat. Et donc, il est tout à fait possible que s'il y a ce blocage allemand, les Polonais disent finalement, on rompt le contrat et on envoie quand même du Léopard 2. Donc, on a tout un tas d'enjeux politiques au sein de l'Union européenne, mais d'une façon globale. Je te laisse la parole, Jean-Pierre. Mais d'une façon globale, ça pose non seulement la question de la politique actuelle allemande, mais aussi de la situation générale de l'industrie allemande et de ses contrôles à l'exportation. Dans la durée, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi. En tout cas, c'est passionnant, tout ce que vous dites, Jean-Pierre Molny. Non, on ne peut pas rompre un contrat. C'est dans les politiques d'exportation. Vous avez dans tous les contrats d'exportation des clauses de non-réexportation. Donc, il faut toujours l'autorisation du pays qui a vendu. Moi, ce que je pense sur cette question, c'est que d'abord, la coalition allemande, elle est, très évolutive sur ces questions-là. Et on a bien vu que paradoxalement, c'était les Verts, finalement, qui étaient plus prêts à livrer des armes à l'Ukraine que le SPD. Moi, ce que je pense, c'est que les Allemands, mais on va voir, ils vont couper la poire en deux. Ils livreront pas de Léopard qui sont en stock dans l'armée allemande. Mais je pense pas qu'ils bloquent éternellement le fait que les Polonais et les Finlandais puissent livrer des Léopard 2, ne serait-ce que parce qu'il y a aussi une question d'influence politique au sein de l'Union européenne, et que les Allemands, qui sont déjà pas bien avec les pays baltes et les Polonais, vont pas aggraver la situation à ce niveau-là. Il faut pas oublier que l'Allemagne, elle veut jouer un rôle de plus en plus important en termes d'Europe de la défense, et s'ils perdent la main sur le sujet en refusant les Léopard 2, c'est pas de leur intérêt quand même. Polonaise est forte. J'ai vu les déclarations du Premier ministre polonais, déclarations très très fermes. Il demande vraiment à l'Allemagne, comme s'il demande vraiment à l'Allemagne la possibilité de livrer ses Léopards. Général Yakovlev. Oui, et quand les Allemands mettent une
conditions américaines. Oui. Je suppose qu'on est dans la politique interne. Quelqu'un a dû dire, t'as qu'à te trouver une couverture côté américain, etc. Oui. Je suppose que les Américains vont rester très fermes sur les prix parce que quand même, c'est eux qui donnent énormément. Oui. Jusqu'à présent, tous les risques politiques avec la HIMARS, par exemple, c'est quand même eux qui les ont assumés. Donc les gars, ils se disent, bon, ça va quoi, maintenant ça va. Oui, il ne faut pas oublier notamment que la réunion de Rammstein, c'est pas l'OTAN, c'est un groupe de contact sur l'Ukraine, et c'est les Américains qui ont lancé la première réunion à Rammstein, c'était en mars ou en avril l'année dernière. Donc c'est eux qui sont leaders de la coalition. Il y a des pays européens, mais il n'y a pas que des pays européens à Rammstein. Bon, il y a les États-Unis, mais l'Australie, par exemple. L'Australie, par exemple. L'Australie a donné du matériel à l'Ukraine. A donné du matériel à l'Ukraine. Ouais. Bien. Il est 11h26. Messieurs, c'est passionnant. Nous avons des quantités de questions, et notamment Eric, qui habite dans les Pyrénées-Atlantiques, juste après la pub, parce qu'il faut observer une petite pause. Nous serons avec Eric, qui a des questions à vous poser. Une question à vous poser. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Oui, Olivier Kempf me faisait la remarque pendant la pub, les vœux armés du président de la République, à midi, à Mont-de-Marsan. Il va annoncer le service national universel obligatoire, je vous le dis, probablement avec expérience dans quelques départements, ce sont les informations que nous avons tous. Je n'ai pas de scoop particulier. C'est un autre débat. Bien, mais les vœux aux armées, on en parlera avec le général Yakovlev, notamment avec vous aussi, Olivier Kempf. Bon, si nous prenions Eric, qui est notre auditeur des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Eric. Oui, bonjour à vous et bonjour aux militaires qui sont présents là sur le studio. Voilà. Bon. La question qui a été formulée par votre antenne, c'est doit-on, alors avant de répondre à une question doit-on, il faut y répondre aussi. Et là, il y a beaucoup de tenants et aboutissants, notamment politique. C'est peut-on. Peut-on envoyer des armes lourdes? A-t-on les moyens d'envoyer des armes lourdes? C'est la question que vous posez. Peut-on? Parce que moi, j'ai une question à poser. Parce que là, on franchit un cap. Si on franchit un cap, c'est le système à cliquer. On ne peut plus revenir en arrière. Donc, tant qu'à croiser le fer, il faut gagner. Donc là, combien faut-il, en réalité, de chars lourds britanniques, allemands et français pour vraiment peser la bataille? Moi, à mon sens, j'ai fait l'armée quand j'étais jeune, c'est plutôt 400-500 avec un appui aérien. Bon. Donc, alors, quelle utilité, Eric pose une très bonne question aussi, quelle utilité de livrer du char lourd, des armes lourdes à l'Ukraine? Pourquoi faire? Alors, général Yakovlev, déjà, les Ukrainiens, depuis un certain temps, réclament en gros 300 chars. Donc combien bref, on prend leurs chiffres si vous voulez. Oui, d'accord, mais pourquoi faire? Ils réclament pourquoi faire? Et pourquoi faire? Pour pouvoir recommencer à manœuvrer, pour pouvoir faire un combat mobile, défensif. Oui. Mais ça suppose des actions offensives, des contre-attaques, ça ressemble à une offensive quand même. Bon, donc leur problème, c'est qu'ils ont une armée quand même puissante, elle est bien équipée en artillerie, se pose le problème des munitions, soit dit en passant. Mais si vous voulez limiter les pertes de votre côté et aussi en face, et la casse sur le terrain et tout, il faut manœuvrer. Pour manœuvrer aujourd'hui, il faut du char. Non, je vous dis ça parce que c'est pas qu'ils en ont pas, c'est à mettre en parallèle quand même avec les déclarations de Volodymyr Zelensky qui dit nous, notre objectif, c'est de reconquérir la Crimée. Mais il va pas dire l'inverse. Oui, non, mais d'accord. Mais je veux dire par là. Gagner la guerre, et pour ça, il faut qu'ils gagnent des batailles. Voilà. Oui. Donc, avant d'aller en Crimée, déjà, il faut qu'ils reprennent le territoire qui est occupé aujourd'hui par les Russes. Oui. Souvent, les gens disent la guerre d'Ukraine, c'est la Première Guerre mondiale. Oui, aujourd'hui, on est sur une phase de tranchée. Je rappelle que la phase de tranchée sur la Première Guerre mondiale, c'était les 3 années 15, 16, 17. Et que l'année 14 a été mobile, on le sait. Il y a eu aussi la même chose sur cette guerre, mais que l'année 18 a été mobile. Et pourquoi elle a été mobile? Elle a été notamment mobile parce que on a su utiliser le char. On a commencé à expérimenter le char en 17, mais on a su l'utiliser en combinaison entre ce qu'on appelle l'infanterie, donc les hommes à pied, l'artillerie, c'est-à-dire ceux qui envoient des obus par au-dessus, et puis la cavalerie, les chars qui réussissent à percer. On a réussi à faire ça en 1918. C'est finalement l'objet du débat actuel. C'est-à-dire qu'on a un front qui est statique finalement, modulo quelques grignotages ici ou là, ou quelques retraits ici ou là, depuis
fin septembre. On va être simple. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce conflit gelé, front à front, avec des dispositifs de tranchées qui s'affrontent? Pour cela, il faut retrouver de la mobilité. La mobilité, le char l'apporte parce que d'abord, il peut bouger. Ensuite, il est très protégé. Et enfin, il a un canon de précision. Et c'est important, cette notion de canon de précision. C'est-à-dire qu'il peut détruire non seulement des chars en face, mais aussi des positions blindées, etc., jusqu'à 2000, 2500 mètres. Et c'est ça qui est intéressant avec le char. C'est pour ça qu'ils en ont besoin. Alors, Jean-Pierre Moelny, et puis nous répondrons quand même à la question d'Éric. L'éclairage du non-militaire, peut-être. Oui, alors allez-y. Je pense que Zelensky, de toute façon, son propos, il peut être qu'extrêmement positif. Et le propos, c'est positif, c'est il faut gagner la guerre, il faut récupérer la Crimée. Bon, la situation sur le terrain... Personnellement, moi, je la connais pas exactement, si vous voulez. Mais tout à l'heure, on a parlé d'armes offensives avec le char lourd. Mais le char lourd, ça peut aussi être une arme défensive. Et toutes les armes sont offensives et défensives, d'ailleurs, parce que vous vous protégez également contre une attaque adverse. Bon, la principale préoccupation pour les Occidentaux aujourd'hui, c'est déjà de ne pas perdre la guerre, parce que ça, c'est absolument inconcevable en termes politiques et stratégiques que les Russes gagnent cette guerre. Donc d'un strict point de vue opérationnel, la livraison de chars lourds, elle peut être utile tout simplement pour que les Ukrainiens ne perdent pas. Il faut bien savoir qu'entre la décision qui sera prise de livrer des chars lourds à l'Ukraine et le moment où ils seront véritablement opérationnels sur le terrain, il va quand même s'écouler 3 mois. Donc peut-être qu'on est déjà en train, au mieux, ou effectivement, donc on est tout simplement peut-être en train de préparer la situation qui sera la celle au mois de mai, et notamment s'il y a une offensive russe. Si les Ukrainiens ne perdent pas la guerre, et si les Russes ne perdent pas la guerre, c'est éternel, ça. Non, parce qu'une guerre n'est jamais éternelle, mais même si certaines ont duré 100 ans. Mais celle-là dure déjà depuis 1 an. Elle dure depuis 2014, je suis pas d'accord. La guerre dure depuis 2014, ne l'oublions pas. Je suis d'accord, parce qu'on l'avait totalement passé sous silence en Occident, et notamment en France, où on ne s'y intéressait absolument pas, d'ailleurs. Peu importe, l'Ukraine, on ne savait même pas ce que c'était, où c'était. Le Donbass, on ne savait même pas. Bon, et la Crimée, n'en parlons même pas. La Crimée, même pas. Bien, 11h37. Je vais prendre Laurent qui complète la question d'Éric, parce qu'on n'a pas vraiment répondu à la question d'Éric. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes, nous, Français, capables d'envoyer de l'armement lourd ? Général Yakovlev, est-ce qu'on en a ? Est-ce qu'on en a en réserve ? Oui, mais c'est une fausse bonne idée. Oui. Alors je vais prendre une analogie, si vous le permettez. Je veux offrir un lave-linge à ma belle-fille. Oui. Donc je lui fais un cadeau, une grande boîte, et donc elle est très contente. Sauf que le lave-linge, il est en pièces détachées, il faut le monter, et le manuel est en chinois. Oui, donc c'est typiquement le cadeau. On est très content de l'avoir, mais en réalité, on ne sait pas si on est très content de l'avoir. Le fond du problème, c'est qu'on peut pas en donner beaucoup. Oui. Si on veut en donner une masse qui a un sens militaire, c'est 40 ou 50. Oui. 40 ou 50, ça veut dire que, je suppose, la moitié de notre maintenance part en Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, en logistique, je vais parler un peu technique. En logistique, on a un stock de maintenance qui est un stock unique. Et donc, il n'y a pas de stock tampon. C'est le stock. Si vous envoyez en Ukraine des chars, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait en Roumanie, on envoie un stock tampon. C'est-à-dire, par exemple, pour 12 chars, on va envoyer 2 moteurs. Oui, je comprends. Oui, mais 2 moteurs, on n'a pas tant de moteurs de rechange que ça. Donc, ça veut dire qu'une très grosse part, il y a un effet de seuil, et une très grosse part de notre maintenance part avec. Oui. Et ça complique la vie de tous les autres qui restent en France pour l'entraînement, pour la reconstitution, voilà. Oui, je comprends. Donc, c'est un peu comme si vous me dites, j'ai 2 bras et ils pourraient combattre, j'ai qu'à couper un bras et le donner aux Ukrainiens. Ils seront très contents d'avoir mon bras droit coupé. Laurent. Oui. Dans le Var. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous, mes respects à tout le monde. Allez-y Laurent, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Bien, oui, ma question c'est, on sait qu'aujourd'hui Emmanuel Macron va annoncer le doublement du budget pour la défense. Doublement du budget, vous pensez? Non. Non. Alors attendez, Laurent, messieurs. Non, pas de doublement. Non, pas le doublement, hein, Laurent. Ah, pourtant c'est ce qui était annoncé hier dans la. Oui, mais attention à ce que disent les journalistes, hein, Laurent. Vous savez, il faut se méfier. Sur des chaînes qui me paraissent un peu. Oui, mais il y a des chaînes, vous savez, qui disent beaucoup de choses. Bon. Ben écoutez, alors c'est une augmentation. Une augmentation, Laurent, une augmentation, ça c'est sûr. Alors c'est très bien, c'est une augmentation.
donc ces messieurs me contrediront, je pense pas. C'est une augmentation quand même qui est réclamée depuis pas mal de temps, parce qu'on sait que bon, je suis ancien, j'ai fait mon service militaire en 90-91, donc ça vous dit peut-être quelque chose. On était engagé dans le Golfe Persique. Oui. Bon, j'ai toujours à cœur ce service-là. J'ai toujours à cœur l'armée française. Et je pense que effectivement, on a besoin. En plus de ça, j'habite. Alors question, Laurent. Alors la question, c'est de savoir est-ce qu'on annonce une augmentation du budget donc pour l'armée. Pour du matériel, pour pouvoir avoir des soldats qui travaillent dans de bonnes conditions. Et en même temps, comme je viens de l'entendre, on propose de fournir des armes lourdes, mais la logistique qui va avec, c'est-à-dire du personnel, des munitions, et je trouve, enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment une cohérence entre ces deux. Peut-être que Laurent, vous évoquez ce qu'on évoquait tout à l'heure hors micro. Encore une fois, c'est l'armée française aujourd'hui qui est plus une armée de projection qu'une armée de combat proche, proximité. Non, c'est la stratégie, non? Je vois que Laurent était sous les drapeaux quand Michel Yakovlev et moi y étions aussi, puisqu'on a commencé sous la guerre froide. Jean-Pierre Meunier le rappelait, on avait à l'époque au moins 1000 chars. Voilà, en 89, on avait encore 1000 chars. Aujourd'hui, il y en a 200 en ligne. Donc, les fameux dividendes de la paix, qui était une formule des années 90, ça a voulu dire que pendant des décennies, il n'y a pas d'autre mot, on a réduit les dépenses, on a réduit les panoplies, les arsenaux. On a réduit aussi l'outil industriel sous-jacent parce que, voilà, je veux dire, il n'y a pas que l'armée, il y a aussi l'outil industriel sous-jacent. Et aujourd'hui, et donc on s'est spécialisé finalement sur les OPEX, ce qu'on appelait les guerres irrégulières, les combats au loin, les guerres asymétriques. Les opérations extérieures. Excusez-moi. Donc des choses beaucoup plus légères, professionnelles. On a enlevé le service militaire que Laurent a fait. Aujourd'hui, on se retrouve fort dépourvu quand la bise fut venue, comme disait notre ami Lafontaine. Et donc, la LPM, la loi de programmation militaire qui va être annoncée notamment dans les vœux, essaye partiellement, et je suis désolé de dire que c'est partiellement, mais Jean-Pierre va dire plus de choses là-dessus, j'imagine, les manques. Cela étant, on n'est pas du tout sûr que ça suffira par rapport aux exigences stratégiques du moment. Bien, Jean-Pierre Meunier. 2 points. D'abord sur la question des armements livrés à l'Ukraine, il faut savoir qu'on aura un remboursement par le biais de l'Union européenne avec ce qu'on appelle la Facilité européenne de paix. C'est un fonds qui est constitué par les États membres. Donc ça, c'est quelque chose au fond qui mutualise le coût de la guerre en Ukraine au niveau européen. C'est-à-dire que tous les pays qui vont engager de l'armement, leur propre armement en Ukraine seront payés, remboursés. Oui, il y a déjà 3,6 milliards qui ont été débloqués au niveau de l'Union européenne. Alors le remboursement, ça se fera petit à petit. Bon, ça peut prendre un certain temps, mais c'est prévu. Sur la loi c'est important à dire. Alors c'est comme pour les assureurs, vous êtes payé sur la valeur vénale et votre problème c'est la valeur de remplacement. Voilà. Alors sur la loi de programmation militaire, je crois qu'il y aura un élément très important. C'est ce que donc Emmanuel Macron a appelé l'économie de guerre, parce que notre problématique pour l'instant, c'est déjà de reconstituer des stocks, notamment de munitions qui ont été livrées à l'Ukraine. Et là, il faut mettre en capacité toute la base industrielle et technologique de défense, l'industrie d'armement, pour pouvoir livrer plus et plus vite. Et tout ça a un coût. Et je pense que ça va être un élément important de la loi de programmation militaire. Général Yakovlev. Oui, là-dessus, il y a un facteur qui est très important et qui serait bien que le public prenne en compte, c'est que même si l'État a des financements, et on va avoir de meilleurs financements, et d'ailleurs sur les 5 ans passés, on a eu presque le miracle de voir la loi de programmation militaire respectée. On a pu réparer une partie des problèmes. Par exemple, pour le Leclerc, on est remonté de 60 à 80% en disponibilité technique opérationnelle. Sur 5 ans, c'est pas un petit effort. Donc tout le monde a bien travaillé. Mais le problème, c'est que nos banques, nos fonds d'investissement refusent d'investir dans la défense parce que c'est immoral, c'est la guerre, on va tuer tout le monde, etc. Nous avons un vrai problème non pas de financement État, mais nous avons un vrai problème de fonds privés prêts à investir dans la défense pour des raisons morales, comme si se défendre était immoral. Et je précise que les Américains n'ont pas du tout ce problème. Au contraire, pour eux, des fonds d'investissement se vantent de leur patriotisme en soutenant l'industrie de défense. Nous avons un problème en Europe et plus spécifiquement en Allemagne et en France,
d'incapacité de mobiliser les capitaux que nous avons en très grand nombre par cette espèce de prévention morale. Nous n'investissons pas dans la défense. C'est même Dassault se plaint beaucoup de ça. C'est très intéressant. Alors, il est 11h44, encore une pause, mais je voudrais que l'on réfléchisse aussi aux conséquences que pourraient avoir des livraisons d'armes lourdes à l'Ukraine. Je ne parle pas des conséquences militaires, on en a parlé. On a dit que cet armement pourrait servir à l'offensive, mais aussi à la défensive. Permettre à l'Ukraine de se défendre et aussi de passer à l'offensive. Mais je voudrais regarder les conséquences géopolitiques, parce que les Russes ont évidemment réagi, pas encore totalement réagi parce qu'ils attendent les décisions prises à Ramstein, mais enfin, le Kremlin a hier adressé un avertissement clair. La livraison d'armes de plus longue portée signifierait que le conflit atteindrait un nouveau palier. A tout de suite, midi moins le quart. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, encore une fois, nous attendons les résultats des rencontres actuelles entre les pays qui soutiennent militairement l'Ukraine, mais j'ai une question un peu provocatrice à vous poser. Imaginons, ces pays-là livrent de l'armement lourd en quantité à l'Ukraine. Est-ce que nous n'avons pas peur que l'Ukraine utilise cet armement lourd pour porter la guerre de l'autre côté? Non seulement récupérer les territoires, mais porter la guerre côté russe, dans le territoire russe profondément. Je vous en parlais. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Non? Oui ou non? Personne ne le craint. On est sûr de ça? On est sûr que... Le pays, faut quand même... Le pays est aujourd'hui quand même dévasté. Je veux dire, chute du PIB d'au moins 40% l'an dernier. Voilà, je veux dire, je sais pas si c'est une sanction économique, mais eux, en tout cas, ils sont dévastés. 8 millions de déplacés, c'est-à-dire 8 millions de personnes qui ont fermé la porte de leur appartement, à supposer qu'il n'ait pas été détruit, et qui vivent ailleurs, chez des amis quelque part ailleurs en Ukraine. 9 millions de réfugiés, c'est-à-dire on a 16-17 millions sur une population qui est à l'origine de 39 à 40 millions. 40% de la population ukrainienne ne vit plus chez elle. Vous avez 1 million de soldats, vous avez toutes les frappes russes dans la durée qui frappent ce qu'on appelle les infrastructures, mais les infrastructures, c'est les centrales électriques, mais c'est aussi les stations de chemin de fer, mais c'est aussi les ponts et c'est aussi les ports. Je veux dire, ce pays-là, il est, je veux dire, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire quand même. Et donc, on les voit. Et si jamais ils réussissent à aller jusqu'à la frontière, voilà, après ils vont penser leur plaie. Hein. Vous pensez? Je pense qu'ils sont contrôlés surtout par les Américains. On a eu quand même un exemple. Ils sont contrôlés par les Américains. On a eu un exemple au moment où il y a eu les 2 missiles qui sont tombés en Pologne de défense aérienne. Zelensky a essayé de pousser à ce moment-là pour impliquer l'OTAN. Le Polonais, il a hésité pendant 1 heure. Biden, il a appelé et il a dit « Attendez, vous arrêtez. On sait très bien que c'est de la défense aérienne et que les missiles, ils sont tombés parce qu'ils avaient été interceptés. Donc, vous arrêtez ce discours. » Et ça, ça a été dit à Zelensky. Et Zelensky s'est arrêté tout de suite. Et toutes les capitales européennes... Oui, il a mis quand même toutes les capitales... quelques jours, non? Oui. Non, toutes les capitales... 2-3 jours quand même. Hein, toutes les capitales européennes, à ce moment-là, on dit... ont essayé de contraindre Zelensky pour éviter justement qu'il soit impliqué beaucoup plus fortement dans la guerre. Donc la question des frappes en Russie, sur ce qui a été dit tout à l'heure, éventuellement sur la base arrière, si je puis dire, du conflit, mais certainement pas plus loin, c'est évident. Imaginons que des missiles fournis par les États-Unis ou un pays occidental tombent sur une ville russe et fassent jusqu'à présent 50 morts. Les Ukrainiens n'ont ciblé que des objectifs militaires légitimes et ils n'ont pas assez de munitions en plus pour faire de la casse débile à la russe, parce que ça sert à rien militairement de casser des appartements, si vous voulez. Donc ils n'ont pas les moyens. Et l'Ukraine ne tient qu'avec le soutien des Occidentaux, militairement, mais également en termes d'aide économique. Donc ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Oui, ils n'ont pas envie, c'est pas dans leur truc. Oui. Aujourd'hui, on est sûr de... Non, je vous dis ça parce qu'on entend ce discours-là aussi. Enfin, cette crainte-là, cette inquiétude-là. Militairement et politiquement, c'est très improbable. Bon, et le belligérant dont on parle aussi, est-ce qu'en fournissant de l'arme lourde, on ne devient pas un peu plus encore co-belligérant? Mais cela dit, l'Iran est co-belligérant avec la Russie, en fournissant des drones. Le Biélorusse est même plus que co-belligérant. Il est complice d'une agression. Il
il est belligérant tout court. Juridiquement parlant, quand vous prêtez votre sol et votre espace aérien pour une agression contre votre voisin, vous participez à la guerre. Vous participez à la guerre. Donc ce discours de co-belligérance, c'est un truc inventé par les Russes pour nous faire peur. On arrête. On est parfaitement en droit d'aider les Ukrainiens à se défendre en droit international, éthiquement parlant, juridiquement parlant. On est complètement cohérent. En droit international, fournir un armement plus lourd, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est dans le principe. On aide les gens à se défendre. C'est quand même quelque chose. Sur les exportations d'armement vers l'Ukraine, qui auraient été décidées par la communauté internationale. Donc, et c'est frappant que l'Allemagne, qui est 4e exportateur mondial de matériel de guerre, pour un pays pacifiste, 4e exportateur mondial, qui exporte à des pays, bref, un peu compliqués, sort des arguments moraux pour ne pas aider son voisin, quasiment voisin, candidat à l'accession à l'Union européenne, agressé très clairement. Donc on nous sort des arguments de chochotte pour l'Ukraine, mais on exporte au reste du monde. Oui, hypocrisie. Pour revenir sur votre question, complexité politique. Complexité politique. La co-belligérance est effectivement un argument que les Russes affirment. Il n'y a pas que les Russes, beaucoup parlent. C'est notamment les Russes. La source de ces discours est quand même d'origine russe. Malgré tout, d'un point de vue technique, juridique, parce que c'est finalement très encadré par le droit international, juridiquement, non, il n'y a pas de co-belligérance. Donc, livrer des armements, ce n'est pas techniquement de la co-belligérance. Techniquement, en droit. En revanche, politiquement, les Européens et les Américains sont aux côtés de l'Ukraine pour l'aider à mener sa guerre. Oui, l'aider. Oui, l'aider à mener sa guerre. On pourrait parler de co-belligérance que s'il y avait... des soldats. S'il y avait quoi? Des soldats. Des soldats. Et on revient au début de notre conversation. Et nos armements avec nos soldats. Oui, des armements avec des soldats occidentaux. Vous savez, le plafond de la souveraineté pour un État, mais qui soit en coalition, et on a vu ça notamment en Afghanistan. Mes camarades ici se souviendront. On avait une coalition internationale avec des troupes qui mettaient ce qu'on appelait des caveats, c'est-à-dire des restrictions d'emploi. Et une des restrictions d'emploi majeures, c'était, finalement, vous n'avez pas dans les zones de combat de façon à ce que nous n'ayons pas de pertes. Et de pertes, on parlait du prix du sang, les morts. Finalement, la pierre de touche qui fait la différence, c'est le prix du sang. Je parle pas d'un accident, ou je parle pas de... J'envoie quelqu'un dans une zone de combat, il est tué en situation de combat. Et là, subitement, on a changé de registre politique, on a changé de registre stratégique. Pour l'instant, il n'est pas question que l'Occident envoie le moindre soldat en Ukraine. Pas question. Il n'en est pas question. Non, parce que ça voudrait dire effectivement que soit l'OTAN, soit l'Union européenne est en conflit avec la Russie, et ça a été écarté rigoureusement depuis le départ. C'est l'ultime palier, là. Malgré tout, depuis le début de cette guerre, c'est une guerre que le régime Poutine fait contre l'OTAN. L'Ukraine est un endroit pour une démonstration politique. Au fond, l'objectif des Russes, c'est l'OTAN. Ils l'ont toujours dit. Le président Poutine a toujours dit, en gros, je fais la guerre contre l'OTAN. Donc il peut quand même pas pleurer si l'OTAN considère qu'elle aussi, elle est en guerre, si vous voulez. Et à l'heure actuelle, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Non, les Ukrainiens font la guerre pour nous aujourd'hui. Ils versent leur sang pour nous, et pour nous éviter, nous, de nous impliquer directement. Non, je pense que Poutine, il considère tout simplement que l'Ukraine, c'est la Russie. Voilà. Et ça, il y a eu un texte qui a été publié en juillet, 6 mois avant, qui est un strict point de vue un peu délirant, mais c'est comme ça. Pour revenir à la question géopolitique que vous posiez, et pour revenir aussi à ce que disait Michel Yakovlev en début d'émission, il y a quand même un risque avec ce qui se passe aujourd'hui à Ramstein. C'est finalement, on est en train de tester nos capacités, parce que je disais qu'on a franchi une étape, nous avons tous dit qu'il y a finalement une marche qui est franchie aujourd'hui. La seule question, c'est si ça se passe pas bien. Si les Russes continuent à avancer, ou si... on franchit une marche supplémentaire. Et c'est quoi la prochaine marche supplémentaire? Parce qu'on a quand même toujours ce plafond justement de la co-belligérance, du prix du sang. Et là, aujourd'hui, personne n'est prêt à aller là. Et donc, il y a quelque part un test de la crédibilité, et je ne vais pas parler d'OTAN, mais de l'Occident en appui à l'Ukraine,
qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Et ça, peut-être qu'on devra en reparler dans 2 mois. Bien. Eh bien, messieurs, merci d'être venus nous voir. C'était passionnant, hein, absolument passionnant. Merci à tous les 3. Il est 11h57. Vous êtes fait votre avis sur la question. En écoutant 11h57, à tout de suite, on va parler du vieillissement de la population, juste après les infos de midi. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h12. Nous sommes avec Jean-Marie Robine, qui est directeur de recherche à l'INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Bonjour Jean-Marie Robine. Bonjour. Dans une interview accordée au Figaro, vous déclarez, je vous cite, « Notre système de soins n'est pas adapté à une population vieillissante ». Alors, population vieillissante, c'est une réalité en France, dans le monde, mais en France particulièrement, Jean-Marie Robine. Oui, la population française est une des populations les plus âgées au monde. Après, on peut comparer avec la population japonaise, par exemple. Oui, qui est encore plus âgée que la nôtre. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que il y a 2 grands facteurs qui peuvent expliquer le vieillissement d'une population. Oui. Il y a un facteur que partagent à peu près tous les pays du monde aujourd'hui, c'est la diminution de la fécondité. C'est-à-dire que dans le fond, comme il y a de moins en moins d'enfants dans les différentes sociétés, relativement, proportionnellement, il y a de plus en plus de personnes âgées et c'est ça qu'on appelle le vieillissement de la population par le bas de la pyramide des âges, si vous voulez. Et le Japon fait complètement partie de cette catégorie-là. Et puis, la deuxième grande cause, c'est l'allongement de la durée de la vie, le fait qu'on vive de plus en plus longtemps. Et la France, comme le Japon, font partie des pays où on vit le mieux et le plus longtemps au monde. Donc le Japon a les 2 facteurs qui jouent très fortement, à la fois une très forte diminution du nombre des enfants et puis une très forte augmentation de l'espérance de vie. C'est ça qui en fait le pays le plus âgé au monde, alors qu'en France, nous avons globalement qu'un seul facteur qui compte vraiment, c'est l'augmentation de notre longévité. Bien, même, je vais m'attarder un petit peu sur la baisse de la fécondité, puis on va parler de l'augmentation de la longévité, du temps de vie et de l'inadaptation, notamment de nos services de soins, de notre système de soins au vieillissement de la population. Mais la baisse de la fécondité, je remarque beaucoup de choses. D'abord, beaucoup disent qu'il faut absolument une nouvelle politique familiale. La fécondité est encore la meilleure en Europe, hein, la fécondité française. Mais j'ai remarqué aussi une chose, juste une petite parenthèse, je lisais, je ne sais plus où, une interview d'un andrologue qui disait par exemple que la vasectomie était en très forte augmentation en France. Alors c'est encore marginal, mais tout de même, ça veut dire qu'il y a dans la société française des courants de transformation qui existent réellement. Oui, vous avez tout à fait raison. Et en fait, si on se reporte il y a, on va dire, 50 ans en arrière, dans les années 60, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on craignait vraiment la surpopulation et quelque chose qui nous effrayait, c'était la taille des familles dans les pays. À l'époque, on parlait de pays sous-développés et en particulier en Afrique. Et que on a fait beaucoup d'efforts pour forcer ou aider finalement les familles à réduire le nombre de naissances. C'était vraiment l'objectif parce que il y avait couramment 3, 4, 5 enfants par famille et qu'on se disait c'est bien plus raisonnable si tout le monde vise ce qui semblait être l'idéal des familles, si on disait chaque famille a 2 enfants. Et puis comme ça donne, on a plus de moyens pour bien les élever, les envoyer à l'école, etc. Donc c'est un facteur de croissance économique. Donc on avait vraiment cet objectif et il était partagé par les politiques, par les démographes d'ailleurs aussi, en passant, mais par les populations. Et je crois que dans les enquêtes encore aujourd'hui, les gens disent que pour eux, la famille idéale, c'est une famille de 2 enfants. Et comme les démographes avaient calculé que pour avoir une population harmonieuse, c'est-à-dire une population qui croît pas trop vite, qui garde à peu près toujours la même structure, c'est notre problème des retraites, qui est finalement la même proportion des enfants par rapport aux personnes retraitées, il faut que chaque femme ait en moyenne 2,1
un enfant. Alors ça, je pourrais vous expliquer si ça vous intéresse pourquoi. Et donc, voilà, l'objectif c'est des Nations Unies, de tout le monde, c'est on va vers ce taux de 2,1 enfants par femme, c'est ça qu'on vise. Alors pourquoi Oui, finissez, pardon, Jean-Marie Robin. Et ça, c'était vraiment, voilà. Et ce qui s'est passé, et personne ne sait vraiment pourquoi, c'est qu'en fait, les familles ont réduit leur fécondité, le nombre des enfants, ça a diminué régulièrement de 4 enfants par famille à 3. On est arrivé très proche de ces fameux 2. Et puis, quand on est arrivé à ces 2, à notre grand étonnement, la plupart des pays ont continué, des fois en allant très très loin, avec un nombre d'enfants de 1,1 ou 1,2 enfants par femme, ce qui est absolument dramatique pour ces pays. Et ça, on ne sait pas pourquoi, alors que dans toutes les enquêtes d'opinion, les gens continuent à dire que pour eux, la taille idéale d'une famille, c'est 2 enfants, un garçon, une fille, etc. Et on ne comprend pas, mais il y a cette tendance, et je suis comme vous, je m'interroge. Alors, on sait qu'il y a effectivement, on parle aujourd'hui par exemple d'éco-anxiété, on entend de plus en plus, alors je ne sais pas si c'est vrai, si c'est dans toute la population, ou si c'est plutôt dans la population des journalistes, mais on entend qu'il y a une grande préoccupation autour de l'écologie, de cette éco-anxiété, que finalement on ne voudrait pas léguer le monde dans l'état dans lequel il est à nos enfants, et que dans le fond, dans ce cadre-là, peut-être il vaut mieux ne pas faire d'enfants. Voilà. Donc ça va peut-être un élément de réponse. Je comprends, Jean-Marie Robin. Jean-Marie Robin, l'espérance de vie stagne en France. 85 ans et 2 mois pour les femmes, 79 ans et 3 mois pour les hommes. Pourquoi ? Alors, moi, j'ai une idée, j'ai une explication sur cette question. C'est que aujourd'hui, en fait, notre espérance de vie est extrêmement élevée et on a supprimé la mortalité infantile, la mortalité prématurée, même la mortalité en gros avant 70 ans. Oui. On a repoussé la mortalité à des âges de plus en plus élevés, et les gains d'espérance de vie aujourd'hui se font là où les gens meurent le plus, parce que c'est là en évitant... Oui, après 80 ou 90 ans. Donc en fait, on fait des gains chez les femmes autour de 90 ans, et puis proche de 90 ans chez les hommes. Et donc, on est en train d'accumuler une population fragile, et si on veut continuer, il faut qu'on arrive à faire des gains, à diminuer la mortalité dans cette population très âgée et fragile, parce qu'il n'y a pas de gains qu'on peut faire ailleurs. Et cette population, d'ailleurs, si elle a atteint ces âges-là, aussi élevés, c'est globalement parce qu'elle avait des bons facteurs de risque, elle n'avait pas des maladies extrêmement dangereuses, mortelles, actives à l'âge de 60 ou 70 ans, donc elle est au-delà. Mais elle est fatiguée quelque part, elle a vécu très longtemps, elle est usée. Et donc... Oui. Alors je me pose la question, en vous écoutant, Jean-Marie Robin, est-ce que nous avons atteint notre limite biologique ? Alors, ça, c'est une très très bonne question, mais en fait, on n'en sait rien. Alors, ceux qui depuis des années défendent et qui disent, de toute façon, il y a une limite biologique, elle est très proche, et on l'a déjà atteinte, et on n'ira pas plus loin, vont le dire, parce qu'effectivement, on est dans une certaine stagnation. Mais quand on est démographe, un peu historien, et qu'on regarde les chiffres qu'on a accumulés depuis des années, pour pas dire des siècles, on va dire que c'est pas la première fois qu'on se trouve dans une situation où la croissance de l'espérance de vie se met à stagner. Et en fait, on a eu ça dans les années 60. Et puis, c'est reparti. Et dans les années 60, on était confronté à la mortalité cardiovasculaire, au cancer, et on ne savait pas quoi faire. Et puis, finalement, petit à petit, on a fait les progrès nécessaires, on a décoincé les nœuds, si je puis dire, qui nous empêchaient de progresser. Et puis, on sait très bien qu'aujourd'hui, la mortalité cardiovasculaire ou la mortalité par cancer a beaucoup diminué, et les gens vivent à des âges beaucoup plus élevés. Maintenant, on a affaire à ces gens fragiles. Oui, je comprends, mais je voudrais rappeler quand même les formidables avancées scientifiques, parce que beaucoup remettent en cause la science, mais la science a permis aussi que l'espérance de vie progresse. Un mot, Jean-Marie Robin, et puis je terminerai sur notre système de soins, puisque c'est l'une des grandes questions que vous soulevez. Pourquoi est-ce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes ? Alors,
on retombe dans la même famille d'explications. D'abord, je me permets de dire que je partage tout à fait votre point de vue. On a fait des progrès scientifiques extraordinaires depuis les années 60. Oui. Pour moi, on va faire dans les années qui viennent des progrès équivalents. Donc, je n'exclus pas du tout l'hypothèse que dans 20 ans, 30 ans, on regardera ce qui s'est passé dans les années 2000 en disant oui, pendant quelques années, nos ancêtres étaient bloqués par leur incapacité à bien prendre en charge la fragilité des personnes âgées. Oui. Et qu'on saura le faire. Et les femmes, parce qu'on reste dans ce même sujet, toutes nos études montrent, en tout cas sur le plan de la mortalité, que les femmes sont beaucoup plus robustes que les hommes. Et que on voit... Jean-Marie Robin, on a un problème de téléphone, là, allô, vous êtes là ? Vous êtes avec nous? Non, on a une coupure téléphonique, ça arrive malheureusement. Non, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi est-ce que les femmes vivent plus âgées, plus longtemps que les hommes? C'est une bonne question. Et puis, le système de soins, je vais y revenir. Vous avez entendu ce qu'a dit Jean-Marie Robin. Il va bien falloir, à un moment donné ou un autre, qu'on accepte ce vieillissement, qu'on accepte d'engager les moyens pour permettre à cette population vieillissante de bien vivre jusqu'à la fin de ses jours. Et notamment, lui donner beaucoup plus d'autonomie qu'elle n'en a aujourd'hui. L'autonomie des personnes âgées, c'est une priorité aujourd'hui. C'est indispensable, évidemment. Jean-Marie Robin, on va retrouver Jean-Marie Robin dans un instant, je l'espère. Vous êtes là, Jean-Marie Robin? Ou... Tout à fait, je vous ai rejoint. Alors, terminez, pourquoi les femmes sont plus robustes? Oui, donc les femmes sont... alors, ça, on ne sait pas. Ça, c'est un grand mystère. Pas, hein. Non, on ne sait pas. Et puis il y a des débats parce que vous savez qu'il y a quand même tout un discours aujourd'hui dans la société pour dire que les femmes sont maltraitées, ce qui est sûrement vrai. Oui. Donc c'est très difficile dans ce cadre-là où c'est sûrement vrai que les femmes sont maltraitées, qu'il y a des choses à changer au niveau de la société, mais c'est très très difficile à travers ça de dire malgré ça, les femmes sont plus résistantes et on voit très bien que dès que les problèmes de santé apparaissent, on va dire, dans les âges de 80-85 ans, dès le premier problème de santé, c'est comme si les hommes laissaient tomber, et je meurs. Et je me laisse mourir et je meurs très très vite. Alors qu'on voit que les femmes luttent beaucoup plus longtemps, et on voit apparaître chez des femmes tout un gradient d'état de santé dégradé, et on voit qu'en parallèle à ce gradient d'état de santé dégradé, la mortalité des femmes augmente, mais qu'elle résiste. Alors que chez les hommes, on voit que en fait, quand on compare la mortalité des hommes et des femmes, tant que les hommes sont en bonne santé, ils ont la même mortalité, aussi basse que celle des femmes. Et dès que la santé se déglingue chez les hommes, ça fait exploser leur mortalité. Alors, vous voyez, c'est comme si c'était oui-non, alors que chez les femmes, la mortalité va effectivement augmenter avec la mauvaise santé, mais très progressivement et tout à fait en relation avec la dégradation de la santé. Et donc, les femmes vivent aussi longtemps que les hommes en bonne santé, et à partir du moment où on est en mauvaise santé, les hommes vivent très peu de temps et les femmes vont vivre beaucoup plus longtemps que les hommes en mauvaise santé. C'est pour ça que souvent on a tendance à dire qu'il y a un paradoxe, à dire que les femmes sont en moins bonne santé que les hommes, mais qu'elles vivent plus longtemps. Alors qu'en fait, non, elles vivent aussi longtemps que les hommes en bonne santé, et quand la mauvaise santé apparaît, les femmes, pour plein de raisons, j'imagine en particulier biologiques, et beaucoup de biologistes pourraient expliquer pourquoi elles ont sûrement été sélectionnées beaucoup plus durement à travers notre histoire évolutive, et le fait qu'elles portent les enfants, ça les a mis dans des situations de stress telles qu'elles ont été beaucoup plus sélectionnées, et que seulement les femmes les plus fortes, les plus intelligentes, parce qu'il fallait qu'elles fassent face à l'adversité tout en protégeant leurs enfants en bas âge. Je vous rappelle que dans les espèces humaines, on n'est pas indépendants avant l'âge de 5 ans, donc la marmaille, elles étaient souvent enceintes, donc elles étaient enceintes, elles avaient un petit de 2 ans ou de 3 ans, et elles devaient échapper à la violence, que ce soit celle de ses propres congénères, des hommes ou des animaux qui rôdaient autour. Et donc en fait, on peut imaginer, alors que pour les hommes, on l'a vu dans d'autres situations, en cas de catastrophe facile, ils peuvent se sauver. Ils se sauvent. Et donc la sélection des femmes a dû être beaucoup plus forte à travers toute l'histoire, ce qui fait qu'aujourd'hui on a sûrement, je sais que les plus intelligents et plus robustes dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois le cerveau, c'est-à-dire elles sont plus fortes et plus intelligentes. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas prêts à l'entendre.
Vous avez raison, ça sera un beau mot de la fin. Et je précise que maintenant, il va falloir réfléchir à l'autonomie de ces personnes âgées, parce qu'il faut leur garantir une autonomie. Merci beaucoup, Jean-Marie Robine, pour cette intervention passionnante. Il est 12h27. Merci de nous avoir accompagnés et suivis. C'est l'heure d'André Berkoff.